Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, je ne peux que me féliciter de la démarche conjointe de nos 4 mouvements défenseurs historiques de la laïcité, de même que du thème qui a été retenu pour notre colloque. J'ai le sentiment que les circonstances du temps rendent notre affichage indispensable et une réflexion porteuse d'une nécessité dont personne ne peut discuter. Je vous rappellerai simplement les propos du maire d'extrême droite de Chalon-sur-Saône, relayés par les propos de droite extrême de l'ancien président de la République, pour qui la consommation de porc serait un marqueur laïque. J'ajouterai une autre laïcité, c'est la laïcité gastronomique, telle qu'elle me paraît défendue par ses acolytes. Et si vous me permettez un mauvais jeu de mots, je dirais qu'après le discours du Latran, nous sommes entrés dans la pensée des latrines concernant cette vision de la laïcité. Animé d'une logique d'émancipation des institutions publiques par rapport aux conditionnements cléricaux, des individus par rapport aux assignations confessionnelles, la laïcité, et Jean Bobéro l'a très bien souligné, ne peut se concevoir sans la liberté qui en soutient le développement et dont elle favorise en retour l'affirmation. C'est ce qu'a en permanence considéré la Ligue de l'enseignement, ou plus largement, il ne peut y avoir de laïcité concevable en l'absence de libre débat démocratique entre convictions opposées. La contrainte, a fortiori la dictature, n'a jamais rien produit de significatif en matière de laïcité. L'exemple de la Turquie ou de la dictature de Ben Ali en Tunisie, de celle de Saddam Hussein en Irak, de la famille Assad en Syrie devrait nous en convaincre. Et c'est d'ailleurs ce qu'affirmaient pratiquement à l'unisson les artisans de l'élaboration de la loi du 9 décembre 1905, loi de liberté pour Aristide Briand, loi libérale juste et sage pour Jean Jaurès. Même Émile Combes, cela vous a été indiqué, dont les vues ne coïncidaient pas nécessairement avec le choix final du législateur, y voyait une loi de liberté, d'affranchissement moral et de paix sociale. Et tout cela a été rendu possible par-delà les modalités de privatisation du régime juridique des cultes, grâce à la subtile alchimie des principes posés par ces 2 premiers articles. Le premier réitérant l'obligation pour la République d'assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes. Le second, souvent d'ailleurs le seul cité, posant le principe de la neutralité confessionnelle de l'État. Certes, l'ordre public démocratiquement défini imposait-il que des limites puissent être posées à la libre pratique des cultes. Certaines d'entre elles, d'ailleurs les plus importantes à l'époque, sont posées par la loi elle-même, mais le juge sut en faire une lecture intelligente, constamment rapporté à une analyse des circonstances particulières dans lesquelles ces atteintes éventuelles à l'ordre public se manifestaient. Ainsi en a-t-il été des débats relatifs aux sonneries de cloches ou des processions religieuses. Pas la moindre trace d'essentialisme boursouflé dans cette définition des limites, simplement le souci de veiller à ce que la vie commune ne soit pas perturbée par des attitudes agressives ou prosélytes. Cette évidence largement partagée s'est imposée largement pendant plus d'un demi-siècle après l'adoption de la loi de 1905, comme elle avait constitué l'argument de cette guerre des 2 France au cours du XIXe siècle. Dans l'arsenal législatif, les lois qui, parfois de façon rétrospective, méritaient le qualificatif de laïque étaient attributives de droit, opérait un desserrement de la contrainte cléricale. La laïcisation de l'état civil du mariage, l'instauration du divorce, la liberté des funérailles, l'obligation scolaire à la laïcisation de l'enseignement public, plus près de nous, l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1975, le Pacs en 1999, le mariage, l'acceptation du mariage ou l'ouverture du mariage indépendamment de l'orientation sexuelle des futurs époux.
les progrès tout récemment en matière de libre détermination des malades en fin de vie, même si ça n'a pas été suffisamment loin, vous l'aurez constaté, ces progrès qui sont des progrès laïques, ont en permanence été conquis contre l'alliance des confessionnalités. Mais quelque chose, me semble-t-il, s'est brisé à mesure que la société française gagnait en complexité, que se défaisait la connivence idéologique sur laquelle a reposé le choix séparatiste de 1905, que se brisait le bloc hégémonique qui s'était constitué, qui explique assez largement la façon dont s'est construite la logique séparatiste de 1905. La situation de monopole qu'a longtemps occupé l'Église catholique, l'admission à ses côtés de façon minoritaire de la religion juive et des cultes protestants, n'a pas permis, me semble-t-il, de percevoir l'existence et le développement d'autres croyances ou pratiques religieuses. L'universalisme hérité des Lumières, devenu républicain, avait en grande partie dissous ce qui pouvait rester de la mémoire d'une figure de l'autre. Et la République, utilisant dans le cadre de sa politique coloniale les congrégations dont elle combattait l'influence dans ses limites métropolitaines, fit le choix de soumettre à un régime de contrôle les religions pratiquées par les peuples colonisés, et notamment l'islam, tout en laissant aux congrégations religieuses toute latitude pour évangéliser les populations locales. C'est essentiellement à partir de la fin du deuxième conflit mondial, et plus nettement encore lorsque à la décolonisation sont venus s'ajouter les effets d'une immigration économique importante et stable, que la visibilité des pratiques et des attachements religieux nouveaux s'est imposée. Mieux même, les religions nouvelles n'étaient plus seulement pratiquées par des étrangers, mais elles devenaient de plus en plus le fait de personnes de nationalité française. On pouvait être français et musulman, on pouvait être français et bouddhiste. Très vite, le débat s'est focalisé autour de l'islam. Il est vrai que le nombre de ses pratiquants tendait à en faire la deuxième religion pratiquée en France. À cela s'ajoutait un certain nombre de représentations de l'islam perçues comme disposant d'une essence différente des autres monothéismes. Dans le discours officiel, il lui était fait reproche d'être rebelle à toute sécularisation et donc par principe à toute aptitude à se couler dans le moule séparatiste qui caractérise l'antériorité laïque française. Implicitement, ce qui était en cause, c'était un passé colonial mal assumé et le fait que l'islam soit une religion transplantée, une religion de pauvres. À cela s'ajoutaient des considérations de politique internationale qui tendaient à brouiller encore davantage une perception sereine de la réalité de l'islam. Je ne les décline pas, vous les connaissez, ces considérations internationales. Il y a notamment l'incapacité à assurer une gestion intelligente du conflit du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien. La question de la singularité au regard de la laïcité républicaine est devenue plus vive encore lorsqu'à la fin des années 1980 se posa la question du port par de jeunes élèves du voile islamique au sein des établissements scolaires publics. Il fallait interdire, tenter de convaincre, tolérer dans certaines limites. En vérité, ce qui était en cause, c'était au-delà de la question du port de signes religieux, la question de la visibilité sociale de l'islam. Je ne vous rappelle pas l'histoire, le ministre de l'Éducation nationale saisit le Conseil constitutionnel qui, dans un avis du 27 septembre 1999, remarquablement balancé, considère que les enseignants sont bien évidemment soumis à une obligation totale de neutralité et de laïcité, mais que le principe pour les élèves, c'est la liberté, avec des limites bien évidemment, l'ordre public scolaire, interdisant des attitudes ostentatoires ou prosélytes, enfin des comportements ostentatoires avec des influences prosélytes, et proscrit bien évidemment l'avis du Conseil constitutionnel toute possibilité d'obtention de quelque dérogation que ce soit en matière d'enseignement au motif de revendications religieuses. Le Conseil d'État, cette fois-ci, dans sa dimension, dans sa démarche contentieuse, a cherché à appliquer le plus intelligemment possible, toujours sans boursouflure essentialiste, les principes qu'il avait fait émerger dans son avis de 1989, mais
Vous le savez, le débat rebondit en 2003, à partir du moment où, je peux le concevoir, des chefs d'établissement ont considéré que ce n'était pas suffisant comme garantie qui pouvait leur être offerte. Le président de la République réunit la commission Stasi. La commission Stasi dépose son rapport au mois de décembre 2003 et préconise l'adoption d'une loi interdisant au sein des établissements d'enseignement publics et de seuls, et d'ailleurs ce que dira la loi, le port de tout signe ostensible manifestant de la part des élèves leur appartenance religieuse. D'abord, le vocabulaire commence à changer. On passe de l'ostentatoire à l'ostensible. On passe de ce qui est dans les têtes à ce qui se trouve sur les têtes. On passe du point de vue du porteur de signe au point de vue de l'observateur du signe, ce qui est beaucoup plus confortable et beaucoup plus simple à analyser. Et finalement est adoptée la loi du 15 mars 2004 qui interdit le port par les élèves de signes ou tenues qui manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse. Début 2009, une nouvelle préoccupation s'est invitée dans le débat public relative à la question du port du voile intégral par quelques femmes adeptes d'une conception particulièrement rigoureuse et rétrograde de l'islam, renvoyant une image de la femme totalement insupportable. Et à l'instar de l'opposition qui s'était exprimée à l'occasion de la question du port de signes d'appartenance religieuse à l'école, entre ceux qui considéraient que sous la réserve des violations de l'ordre public et qui méritaient d'être sanctionnés, et ceux qui, à l'inverse, considéraient qu'une confiance minimale devait être accordée à la fonction émancipatrice de la laïcité, le débat reprenait. Pour ceux qui s'attachaient à conférer à la laïcité une dimension émancipatrice, outre le caractère limité du phénomène, ne pouvait-on pas craindre que le choix d'une mesure d'interdiction et de sanction ne renvoie dans un enfermement familial cadenassé celles qui se trouvaient contraintes de porter le voile intégral ou qui considéraient que ce vêtement participait nécessairement à la lecture qu'elles faisaient de leur attachement religieux. De plus, ajoutait-il, une telle mesure ne risquait-il pas d'héroïser aux yeux de la frange la plus radicale de la communauté musulmane, celle qui, par provocation, déciderait de braver l'interdit alors que ne manquerait pas de s'aggraver la logique de stigmatisation à l'encontre de la communauté musulmane dans son ensemble. En clair, n'allait-on pas créer de nouvelles Antigones, faire revivre le mythe d'Antigone, la loi étant l'édit de Créon en quelque sorte. Pour d'autres, c'était moins l'atteinte à l'ordre public qui était en cause qu'une conception inacceptable de la dignité de la femme, ce que je peux admettre. Dès lors, l'interdiction s'imposait comme la marque d'une irréductible incompatibilité du port du voile intégral avec les principes républicains. Ce qui était en cause, c'était moins une question d'ordre public, que le droit positif permettait déjà de résoudre, qu'une question d'identité culturelle. Dans cette logique de basculement de la laïcité, précisément, vers cette intégration de considérations identitaires. Finalement, la loi a été votée. Elle génère à l'évidence de nouvelles Antigones. Il y a des contrevenantes d'habitude qui ont décidé de démontrer qu'elles avaient la capacité de contrevenir à la loi républicaine et qui, par leur attitude, sont des actrices précisément de la justification a contrario des défenseurs d'une laïcité identitaire. Alors, comment les choses sont-elles passées? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en souhaite arriver là? Il me semble que cette évolution et cet oubli des principes qui étaient ceux au cœur de l'élaboration de la loi de 1905, les raisons de cette évolution sont de deux natures. Deux facteurs, me semble-t-il, ont déterminé cette évolution. D'abord, une dissociation progressive de la question laïque et de la question sociale. Et en second lieu, la transformation progressive de la laïcité en ce qu'elle n'était pas au départ, en une idéologie.
D'abord, la dissociation de la laïcité, ou de la question laïque, et de la question sociale. Comme le disait Jean Jaurès, la République française doit être laïque et sociale, mais elle ne restera laïque que parce qu'elle aura su être sociale. Et j'ai le sentiment que la remarque n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Non seulement l'existence de zones d'exclusion est incompatible avec l'idéal républicain d'égalité et de fraternité, mais surtout elle porte en germe l'émergence de constructions identitaires de substitution, au mieux créatrices d'enfermement communautaire, au pire génératrices de trajectoires individuelles nourries d'une soif de revanche. La Troisième République, à bien des égards si peu socialiste et si profondément radical, l'avait compris dans le projet éducatif était mis au service de la construction d'un peuple de républicains. Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'enseignement, ne disait pas autre chose dans son discours de clôture du 6e congrès de la Ligue. Et je le cite. Il y a un terrain sur lequel la Ligue est apte éminemment à faire œuvre de conciliation. C'est le terrain de la lutte des classes, plus grave encore en définitive que la lutte des opinions politiques. Dans la lutte des classes, où peut-on trouver meilleur terrain de réconciliation que le terrain de l'enseignement de ceux qui ne savent rien par ceux qui savent quelque chose? Le traitement de la question sociale a changé de même que celui de la question laïque. Aucune des deux questions n'est aujourd'hui totalement laissée en jachère, mais désormais chacune d'entre elles donne lieu à des traitements spécifiques. La question sociale mobilise la mise en œuvre de processus volontaristes destinés à la recherche d'une mixité sociale et au travers de mécanismes compensateurs à réparer les conséquences d'inégalités de statut. Lui manque cependant, me semble-t-il, une analyse plus fine des raisons qui expliquent les stratégies de regroupement communautaire et par là même d'assignation. Lui manque cette réflexion minimale sur l'existence dans tel ou tel lieu de la République, et je reprendrai une formule de Régis Debray, de générations entières nées sous X en matière de culture et de valeurs républicaines. À y regarder de plus près, et sans ignorer les raisons économiques du phénomène, il est vraisemblable que le refus têtu de reconnaître les différences culturelles et cultuelles et le traitement de ces dernières comme autant de symptômes d'un refus d'intégration y est pour beaucoup. Sortant du « eux » et « nous » et considérant que, quelles que soient leurs appartenances, nos concitoyens, quelles que soient les références religieuses dont ils se prévalent, sont égaux en droit et font partie de ce que le président de la République le rappelait au lendemain des 7, 8 et 9 janvier dernier, de la communauté nationale, seule communauté admissible. D'autant qu'à l'inverse, la question laïque se trouve soumise à un traitement destiné à faire disparaître ce qui, dans le comportement visible, peut affecter l'image que nous nous ferions de notre identité collective. Redoutable basculement qui a conduit à transformer la laïcité de mode d'organisation, d'une neutralisation confessionnelle des institutions, en une véritable idéologie, ce que n'avaient envisagé ni ses concepteurs, ni n'est conforme à la fonction émancipatrice qui est la sienne. Et c'est le deuxième aspect sur lequel je voudrais dire quelques mots, me situant assez précisément dans le prolongement de ce que Jean Beauperron indiquait, qui est la transformation de la laïcité en une idéologie. L'intensification du débat autour principalement de la pratique du culte musulman et de sa visibilité, c'est, vous l'avez souligné, de la découverte des vertus de cette laïcité par des forces politiques qui jusque-là s'en tenaient éloignées, attachées qu'elles étaient pour certaines et qu'elles restent pour certaines
à la défense, par exemple, de l'enseignement privé. Le Front National peut défendre vigoureusement l'enseignement privé et par ailleurs opérer une sorte d'affichage idéologique laïque. Au mouvement laïque traditionnel venaient se mêler des laïcs du lendemain, qui voyaient dans un principe dont ils ne cessaient de contester certaines des applications l'instrument qui leur permettait d'exorciser les peurs qu'ils ressentaient face aux évolutions traversant la société française. Et ces néo-laïcs se divisent en deux catégories, me semble-t-il. Les laïcs du repentir d'abord, et les laïcs éradicateurs de l'autre, ce que Jean appelait les laïcs identitaires. Il y a une vraie laïcité du repentir qui s'est développée, qualifiée parfois de catholaïque, et qui semble gagner par un doute quant à la pertinence des combats conduits au nom d'un principe dont ils se réclament cependant aujourd'hui. Leur laïcité conserve une mémoire catholique. Cela les a conduits notamment à revendiquer un apaisement dans l'affirmation de l'exigence laïque. Défenseurs traditionnels de l'enseignement confessionnel, ils se sont fortement opposés, au nom de leurs convictions, à la légalisation de l'avortement, au mariage pour tous. Ils restent des adversaires résolus d'une légalisation de l'avortement, de l'euthanasie. Pour eux, l'émergence d'un ordre public laïque articulé autour d'une neutralisation confessionnelle de l'État ne peut se concevoir indépendamment d'une référence aux racines chrétiennes de l'identité française. Et ils ont reçu le concours de poids d'un ancien président de la République dans son discours du Latran. Je n'évoque pas ici sa pensée, je l'évoquais tout à l'heure, qui affirmait que dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage, etc., etc. J'avais le sentiment de relire le discours d'Adolphe Thiers, évoquant ces misérables petits instituteurs publics dans le débat de 1850, autour ou préalable à l'adoption de la loi Falloux. La laïcité serait sommée de devenir positive. Façon de dire qu'elle ne l'était pas jusque-là. Certes, la France est un pays catholique, son calendrier, le choix de ses jours fériés en atteste. Mais on ne saurait confondre référence culturelle et emprise confessionnelle d'une Église. La laïcité ne s'est pas construite. Alors, les laïcs identitaires, les laïcs éradicateurs, qu'il s'agisse du bloc identitaire, du Front National, ceux qui sont les initiateurs des apéritifs, apéros, vins, saucissons, soupe au cochon, considèrent que la laïcité, c'est l'outil qui permet précisément de nettoyer l'espace public de ce qui dérange leur regard. La logique d'interdiction qu'ils mettent en place, il me semble-t-il, absolument à rebours de ce qu'est le principe de laïcité. Et il me semble qu'à laisser sans réponse de telles dérives, qui sont des trahisons de l'idée même de laïcité, nous nous condamnons à voir se défaire l'essentiel des conquêtes de nos combats d'hier. Cela, nous ne pouvons l'accepter, et seule une insurrection des consciences laïques, me semble-t-il, est de nature à y faire obstacle. Faisons en sorte que l'initiative de ce jour soit le point de départ d'une telle insurrection.